Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire organisé par Avec Santé Nouvelle-Aquitaine, un webinaire consacré à l'accès direct aux professions de santé au sein des structures d'exercice coordonné, que sont les équipes de soins primaires, les maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé polyvalents. Je m'appelle Étienne Klein, je fais partie de la fédération Avec Santé Nouvelle-Aquitaine, qui accompagne et qui promeut le déploiement de l'exercice coordonné et pluriprofessionnel en santé de premier recours, et j'ai le plaisir d'animer notre rendez-vous du jour, durant lequel 3 intervenants prendront la parole pour échanger sur l'aspect très pratique de cet accès direct, ouvert depuis la promulgation toute récente de la loi dite RIST, ou loi d'amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Donc aujourd'hui, pour en parler, je suis accompagné de 3 personnes. La troisième va se connecter sous peu. La première que je voudrais vous présenter, c'est Stéphanie Rist. Stéphanie Rist, bonjour. Vous êtes médecin, Bonjour. députée du Loiret et rapporteur général de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Et c'est vous qui avez porté la loi dont nous allons parler aujourd'hui. Clara Bouteux, qui vient de se connecter. Bonjour Clara. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes infirmière en pratique avancée avec une mention oncologie, et vous exercez en exercice mixte à la fois en établissement de santé et en ville avec un statut libéral. Tout Et à enfin, fait. Victor Terraza. Bonjour Victor, tu es kinésithérapeute en maison de santé et tu es également vice-président d'Avec Santé et d'Avec Santé Nouvelle-Aquitaine. Donc bonjour et merci à tous les 3 d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour ce rendez-vous assez court sur une pause méridienne, de façon à ce que les professionnels de santé puissent participer le plus facilement possible et en direct. Les participants à ce webinaire nous ont transmis quelques questions en amont que nous poserons au fil du webinaire, sur un mode de discussion assez ouvert. Et ce rendez-vous d'une heure, donc, est un module pour vous disposez d'un module dans le chat, le module Q et R qui se situe en bas de votre écran participant, pour rebondir ou poser de nouvelles questions durant le direct. Donc n'hésitez pas à vous en servir, on le surveille au fur et à mesure du temps. On va commencer, si vous voulez bien, nos échanges en donnant la parole à Stéphanie Rist, afin qu'elle revienne un petit peu sur la genèse de cette loi et particulièrement de l'accès direct qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, pour qu'elle nous explique un petit peu les motivations qui ont conduit à la mise en place de cette loi et de cet accès direct. Qu'est-ce qui l'a motivé et quel est son intérêt pour l'usager et pour le professionnel de santé? Madame la députée, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce midi. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire de la loi, en fait, ça fait seulement 6 ans que je suis députée. Je suis rhumatologue à l'hôpital d'Orléans depuis 2005 et toujours le lundi matin en consultation. Pour revenir sur l'histoire, dans le mandat précédent, j'ai porté une loi qui a fait évoluer certains métiers comme les sages-femmes, et dont l'article 1 de cette loi avait fait un peu parler, puisqu'au début, j'avais proposé dans cette proposition de loi la création de professions médicales intermédiaires qui avaient remué l'ensemble des professionnels de santé et qui avait abouti à la fin de la loi à la demande d'un rapport au gouvernement concernant l'évolution du métier des infirmiers de pratique avancée et des pratiques avancées en général. Et ensuite, suite à cette loi donc adoptée en 2021, nous avons eu le rapport correspondant, et il était tout à fait logique que je propose dans une deuxième loi certaines des conclusions de ce rapport sur l'évolution des infirmières de pratique avancée. Quand on propose une loi, il y a toute une démarche politique qui s'associe, puisqu'il faut que votre proposition de loi soit retenue déjà par votre groupe à l'Assemblée pour qu'elle puisse être inscrite à un ordre du jour. Et puis, c'est tout un travail, évidemment, quand vous êtes de la majorité, avec le gouvernement, pour aussi que ce ne soit pas une proposition de loi qui soit juste de la communication et qui reste
à l'Assemblée et qui n'aille pas plus loin. Donc, on a fait ce travail après de nombreuses concertations avec l'ensemble des professionnels, évidemment, avec le gouvernement et avec les différents groupes politiques de l'Assemblée. Et c'est une loi qui a été donc adoptée récemment, il y a 2 mois, et, et dont je suis assez contente, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, sans prétention en fait. Je suis simplement contente parce que il y a 4 ans, lors de la première proposition de loi, ça avait été très compliqué. Ce sont des mesures qui sont difficiles à porter parce que elles remuent, et je comprends tout à fait que cela remue. J'ai porté cette loi à peu près en même temps que j'ai porté la réforme des retraites en tant que rapporteur, et je dois avouer avoir eu plus de menaces de mort sur cette loi que sur la réforme des retraites. C'est pour vous dire. Et je dis ça pour aussi parce que certains professionnels auraient aimé que ça aille plus loin, plus vite, plus loin. Peut-être que moi aussi, mais dans le contexte, c'est aussi un compromis entre les différents groupes et entre le Sénat et l'Assemblée. Donc, une évolution au fur et à mesure de cette loi, et qui a abouti effectivement à l'accès direct pour des professionnels de santé que sont les kinésithérapeutes, les infirmiers de pratique avancée, les orthophonistes, la primo-prescription pour les infirmières de pratique avancée dans le cadre de soins coordonnés qui n'inclut pas les CPTS, puisque pour les CPTS, c'est seulement dans le cadre d'expérimentation de 6 départements. Ce qui est un petit regret que j'ai à titre personnel, étant une assez fervente défenseur des CPTS, mais c'est un débat que nous pourrons avoir dans les questions. Donc, nous avons porté la loi, nous l'avons fait adopter, mais je dirais que le plus dur reste à faire. Pourquoi? Parce que vous savez, quand il y a les lois, ensuite il y a les décrets de ces lois, et là, il faut une extrême vigilance. C'est notre travail de député, quand on a proposé une loi, de suivre la sortie de ces décrets, l'évolution de ces décrets. C'est le travail de contrôle du parlementaire, mais c'est aussi une vigilance de tous les professionnels, puisque ces décrets sont normalement concertés avec les professionnels, et il est important de s'assurer que ces décrets aillent dans le sens de la loi, parce qu'on peut voir parfois des décrets qui ne vont pas forcément dans le sens de la loi, pour plein de raisons, qui ne sont pas forcément des mauvaises raisons d'ailleurs. Mais donc, tout ne s'arrête pas une fois que la loi est votée. Beaucoup de lois sont votées et ne sont pas mises en application parce que des décrets ne sont pas sortis, parce que, voilà. Ce qui sera, je suis sûre, pas le cas de cette loi. On est attentif à ça, on travaille, mais je pense que beaucoup de vos questions vont dépendre aussi de la sortie de ces décrets. Donc, j'aurai peut-être pas la réponse à toutes les questions. Ça, c'est à peu près l'histoire législative. Pour répondre à votre question sur les motivations, en fait, en tant que rhumatologue, avant d'être députée, j'ai beaucoup travaillé sur les protocoles de coopération, parce que je suis dans un territoire où on manque depuis très, très longtemps de profession de médecins. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec les équipes que j'avais en tant que chef de pôle à ces protocoles de coopération, aux difficultés d'accès aux soins, et qu'une de mes motivations était de poursuivre ce travail, d'une part pour améliorer l'accès aux soins, c'est sûr, mais, et je dirais c'est la raison principale à mon sens, c'est l'amélioration de la qualité de prise en charge. Parce que quand vous travaillez sur les pratiques avancées, sur certains accès directs, vous voyez que vous améliorez la qualité de prise en charge des patients. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études scientifiques qui sont faites dans des pays voisins, pour lesquels, quand on se compare, on a énormément de retard, à mon sens, mais qui est lié à notre histoire de structuration de notre système de santé, qui fait qu'on a pas mal de retard. Et voilà, donc pour répondre aux motivations, c'est effectivement l'accès aux soins, mais c'est aussi la qualité de prise en charge. Et c'est pour ça qu'il était très important pour moi que ce soit dans l'exercice de soins coordonnés, et qu'il n'était pas question pour moi de le proposer sans exercice de soins coordonnés. Voilà, je pense m'arrêter là et être vraiment disponible pour toutes vos questions, bien sûr. Justement, tout à l'heure, vous parliez des oppositions à cette ouverture à l'accès aux soins et de l'entre-deux actuel que vous avez trouvé.
Euh, les motivations, si je comprends bien, elles étaient plutôt sur des préoccupations relatives à la qualité des soins et au risque potentiellement de perte de chance pour les patients, c'est bien ça? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments, trois principaux. Le premier, c'est la méconnaissance des métiers des autres professionnels quand vous êtes, quel que soit le professionnel d'ailleurs, hein, c'est assez intéressant, ce n'est pas que les médecins vis-à-vis des autres professionnels. Quel que soit le professionnel de santé, il y a très souvent une forte méconnaissance des compétences, c'est-à-dire de la formation, quelle sorte de formation, qu'est-ce qu'on apprend dans nos formations. Et typiquement sur les kinés, dans la formation, il y a des modules de formation sur l'accès direct depuis très longtemps, dans la formation des kinés, et une méconnaissance des autres professionnels sur le fait qu'ils ont déjà cette formation et que c'est validé par un diplôme, donc on doit reconnaître ces compétences aux professionnels. Donc ça, c'est un des premiers éléments. On ne connaît pas le métier, donc on a par définition plutôt une méfiance qu'une confiance spontanée. Parce qu'on a tous envie de très bien soigner nos patients, et donc c'est pas forcément une méfiance à mauvais égard. C'est que certains sont persuadés que l'accès direct va entraîner une moins bonne prise en charge des patients, mais en partie parce qu'ils connaissent pas les formations des autres professionnels. Il y a une raison qui est très culturelle en France. Je reviens aux assistants médicaux, Monsieur Bovary, c'est pour ceux qui l'ont lu, typiquement, qui a beaucoup marqué l'histoire inconsciente de la culture médecine en France, qui est sorti avec un monopole dans notre système de santé et qui, de façon consciente ou inconsciente, reste très, très présent dans notre pays et qui explique probablement le retard que nous avons par rapport à d'autres pays. Et puis ensuite, il y a une dernière partie, je dirais qu'il y a une crainte de la place de chacun dans le système, donc qui est très forte, j'ai trouvé et que je trouve encore d'ailleurs sur la place du médecin généraliste dans les années qui viennent, qui pour moi est une place très centrale du système, mais qui n'est pas forcément en haut de la pyramide, mais plutôt au centre d'un cercle avec l'ensemble des professionnels. Et cette crainte de ne plus avoir une place qui semble importante pour la prise en charge du malade a entraîné aussi des craintes très importantes par rapport à cette loi. Donc voilà, une crainte de la place de chacun, une culture qu'on arrive tout doucement à faire évoluer, et une méconnaissance des formations et des professionnels. J'ai entendu beaucoup de choses très fausses sur les formations, si je prends sur les formations des infirmières de pratique avancée, par exemple, où j'ai entendu tout et n'importe quoi. C'est une réelle méconnaissance de ce qu'est ce métier d'infirmier de pratique avancée, par exemple. Et vous avez une idée du calendrier approximatif de parution des décrets d'application ou pas encore? Alors, on a des échéances prochaines avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc à l'automne, en octobre. Je vois difficilement que ce ne soit pas sorti avant. Maintenant, quand je dis ça, vous savez qu'il y a une séparation entre l'exécutif et entre le gouvernement et les parlementaires. Donc, moi, je n'ai pas de poids particulier, hormis celui de harceleuse en chef sur la sortie de ces décrets. Ce que je fais. Un beau rôle. Donc, non, il y a un engagement du ministre pour que ça puisse être rapidement. Voilà. Mais c'est à peu près une question hebdomadaire, je dirais, que j'ai au gouvernement. Il y Encore a, mardi dernier. il y a un métier qu'on n'a pas trop abordé parce qu'on parle beaucoup, et c'est très médiatisé, des IPA, des infirmières de pratique avancée. On parle un peu moins des kinés, et on parle peu des infirmiers de soins, des infirmiers de soins qui ont un accès direct qui est en train d'être ouvert dans le domaine des plaies et des cicatrisations. Est-ce que la mise en œuvre est aussi complexe pour ces infirmiers libéraux dits classiques que pour les IPA? Est-ce qu'il y a autant de résistance ou est-ce que là, au contraire, il y a un consensus qui se forme? Alors, le consensus, il est plus facile sur les orthophonistes, qui est une des professions aussi dans la loi sur l'accès direct, pour les pédicures podologues, où c'était moins compliqué. Pour les infirmières, c'est
à mettre en relation, à mon avis, avec tout le travail gouvernemental actuel sur la refondation des missions qui est en cours. Et donc, ça va arriver. Je ne suis pas spécialement inquiète sur le sujet, mais c'est plus, à mon avis, un agenda qui en même temps, voilà. Pour les kinés, à mon avis, ça sortira assez vite. C'est peut-être le moins compliqué. Voilà. Ça va rassurer Victor qui est avec nous, qui est kiné et qui se pose pas mal de questions sur l'application concrète et la mise en œuvre de l'accès direct dans la structure dans laquelle il exerce. Il nous en parlera tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle avec Clara Bouteleux, qui, je rappelle, est infirmière de pratique avancée. Donc, Clara, je vais vous laisser la parole et nous présenter votre rôle d'IPA, qui est particulier dans le sens où vous exercez en ville, mais vous n'êtes pas infirmière PCS. Vous avez la spécificité pathologie chronique stabilisée. Et c'est intéressant de mettre en avant ce modèle qui va permettre de répondre aussi à pas mal de questions, notamment sur les interactions avec les médecins de ville, médecins hospitaliers pour la pratique IPA en ville. Donc, vous nous avez préparé une petite présentation que je vais vous mettre tout de suite à l'écran, Clara. Merci. Je vous en Donc, prie. peut-être en quelques mots, en effet, donc moi je suis infirmière en pratique avancée depuis 2 ans maintenant. J'ai un 50% salarié dans une clinique privée et un 50% libéral. Pourquoi j'avais choisi cette double fonction, on va dire, c'était que l'objectif était de suivre les patients en intra et extra-hospitalier et ce, sur tout leur parcours de soins. Parce qu'en fait, on a un vrai fossé entre l'hospitalisation et la ville. Et donc, dans le cadre de mon mémoire, j'avais on va dire, mis en évidence que cette double casquette était intéressante. On peut mettre la diapo suivante. Je voulais juste revenir en effet, sur les différentes mentions. Il faut savoir que, comme vous avez évoqué tout à l'heure, il y a la mention pathologie chronique stabilisée, mais on oublie souvent aussi et polypathologie courante en soins primaires, parce que c'est important. Dans cette mention, vous pouvez avoir les AVC, les artériopathies chroniques, cardiopathie, maladies coronariennes, le diabète de type 1 et 2, l'insuffisance respiratoire chronique, les maladies d'Alzheimer et autres démences, les maladies de Parkinson et l'épilepsie. Donc, cette mention, elle a été créée en 2018 avec l'oncologie et l'hémato-oncologie. Les maladies rénales chroniques, dialyse et transplantation rénale. En 2019 est apparue la mention de la santé mentale. Et en 2021, les urgences. Il faut savoir que, sauf la mention urgence, on peut tous exercer avec une activité en libéral. On peut mettre la diapo suivante. Je vous ai remis les chiffres donc, de l'Union nationale des infirmiers en pratique avancée, qui est notre syndicat représentatif pour nous et donc dont j'en fais partie. Il y a une étude qui a été faite. Alors, on peut mettre la diapo suivante en résumé. On est à ce jour 2328 IPA diplômés, parce que cette étude elle date de février 2023 et donc du coup il y a eu des diplômés en juillet. Il y a eu 685 diplômés et donc on peut mettre la diapo suivante. On a parlé tout à l'heure de la communication dans les freins qui sont évoqués. C'est la communication sur ce nouveau métier, communication auprès des professionnels de santé, communication auprès des usagers, parce que y a eu une vraie méconnaissance et puis en plus le Covid n'a pas arrangé les choses, mais voilà, c'est vrai que de pouvoir définir ce qu'est une IPA. Donc, qu'est-ce que l'IPA? C'est une infirmière qui est diplômée, qui exerce en pratique avancée et qui a acquis donc des connaissances théoriques et un savoir-faire nécessaire aux prises de décisions complexes, de même que les compétences cliniques qui sont indispensables à la pratique avancée. Ça, c'est la définition qui a été donnée par le Conseil international des infirmiers.
On peut mettre la diapo suivante. Les IPA, ils peuvent exercer, donc ça c'est le code de santé publique qui le définit, en ambulatoire au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin, en assistance d'un médecin spécialiste hors soins primaires et en établissement de santé, en établissement médico-social ou dans un hôpital des armées. Si je vous donne mon exemple, moi je vais avoir une partie en établissement de santé et une partie en assistance d'un médecin spécialiste. On peut mettre la diapo suivante. Quels vont être les modes d'implantation? L'IPA, elle va pouvoir choisir d'être salarié d'un établissement de santé public, privé, d'un regroupement de professionnels de santé comme des CELARL, mais aussi de prestataires de santé, de maisons de santé, pluriprofessionnels, d'équipes de soins spécialisées, des CPTS, mais aussi elle va pouvoir choisir d'exercer en libéral. Après, il faut savoir que l'IPA n'exerce jamais seul et travaille jamais seul. On travaille en collaboration. On peut mettre la diapo suivante. Donc, pour vous expliquer un petit peu quel changement la loi RIST a fait, fait pour les IPA, c'est que avant la loi, l'infirmier qui exerçait en pratique avancée est compétent pour conduire un entretien avec le patient qui lui est confié. Et donc, il y a une notion de patient confié dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins, le ou les infirmiers qui exercent en pratique avancée conformément à l'article, avec un protocole d'organisation qui était établi. Donc le patient sans médecin traitant déjà ne pouvait pas être vu. Ça, je pense que c'est un élément qui était important. Et moi, dans le cadre de ma pratique, je donne l'exemple de la cancérologie, j'avais signé un protocole d'organisation avec des urologues, des gynécos et des digestifs. Et je travaillais aussi en collaboration, mais je n'avais pas signé de protocole avec des oncologues. Sauf que dans le cadre d'un parcours de soins, le patient ne va pas faire qu'au gynéco, ou il va avoir affaire aux radiothérapeutes, aux oncologues. Et donc, il y a des patients qui ne m'étaient pas confiés, donc que je ne pouvais pas voir. Et je donne l'exemple toujours d'éducation thérapeutique du patient. Les patients, ils échangent entre eux, ils disent « Oh, moi, je suis suivi par une IPA. Le voisin aimerait être suivi, mais il n'a pas été confié. » Donc, en fait, c'était un peu incohérent. Donc, avec la loi, dans le cadre d'un exercice coordonné, donc dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, également dans les structures d'exercice coordonné, alors malheureusement hors CPTS, comme on le disait tout à l'heure, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Et donc, encore une fois, quand on voit le patient qui est en salle d'attente, c'est le bon exemple, le patient qui arrive et qui a un besoin et le spécialiste ne peut pas le recevoir de suite ou le médecin traitant, dans ce cadre-là, dans l'exercice coordonné, le patient il pourra être vu par l'IPA, faire une sorte de bilan médico-psychosocial du patient et refaire le point avec le médecin par la suite en fonction de ce que pourra juger l'IPA dans le cadre de son entretien. Et ça, je pense que c'est une vraie plus-value. Il y a une fluidité du parcours de soins aussi. Tout à l'heure, on disait aussi que dans la définition de l'IPA, on a pour mission d'améliorer l'accès aux soins et la qualité des parcours de soins. Et ça, c'était un vrai frein puisqu'on ne pouvait pas recevoir les patients directement. Il fallait qu'ils soient vus absolument par le médecin. Moi, je donne toujours aussi l'exemple que je peux vivre quand j'ai un patient que je vois en consultation. Tout à l'heure, on parlait un peu de la primo-prescription. Quand je vois le patient qui est en consultation, j'ai fait tout mon examen et j'ai vu qu'il était dénutri, mais que je ne pouvais pas prescrire le complément alimentaire. Il faut qu'il retourne vers le médecin. Là, encore une fois, on est dans la fluidité du parcours de soins et donc ça devient plus cohérent avec l'accès direct. Donc, on vous remercie, Madame Rist, pour ça. Et on peut mettre la diapo suivante. En fait, moi, je ne voulais pas trop… je pense qu'il faut plus laisser place aux questions. Et peut-être pour répondre à une des questions dans un premier temps qui a été envoyée en amont de ce webinaire, il y avait une question sur l'accès direct avec le protocole d'organisation. Il y avait marqué / de coopération. Alors, moi, je veux vraiment différencier les deux parce que ce n'est pas du tout la même chose. Sur de la coopération, on est sur une délégation de tâches, alors que sur le protocole d'organisation qu'on avait du coup avant, on est sur vraiment un travail en collaboration. On a nos compétences propres en tant qu'IPA et on est autonome aussi dans notre activité, toujours en collaboration avec les médecins avec lesquels on peut travailler. Et donc, avec l'accès direct, ce protocole d'organisation, il devient aussi caduc. Voilà.
Alors, si j'ai bien compris, Clara, Oui, dans vos interactions avec les médecins avec lesquels vous travaillez, oui. vous interagissez avec des médecins spécialistes hospitaliers, mais est-ce que ça se fait également avec des médecins généralistes en ville? Alors, moi, je travaille avec que des libéraux, donc des urologues, qui sont en libéral, des gynécos, des radiothérapeutes, ils sont tous en libéral. Et en effet, par exemple, moi, de toute façon, dans le cadre du parcours de soins, et comme on disait, le médecin traitant, il est au centre de ce parcours de soins. Tous les patients que je vais voir, je vais adresser un compte rendu au médecin généraliste. Mais du coup, nous, on vient en plus pour favoriser, améliorer ce parcours de soins. En effet, dans le cadre des pathologies chroniques stabilisées, et même il y a des projets qui se développent également en psychiatrie, on va pouvoir être en collaboration avec le médecin traitant et donc du coup dans le cabinet du médecin généraliste pour travailler du coup en accès direct et donc pouvoir voir des patients plus rapidement. Ok. Question un petit peu plus terre à terre, Oui. un petit peu plus vénale et d'aspect financier. Comment ça se passe la prise en charge des soins et du parcours de soins IPA pour les patients? Alors, on a bien vu hein, sur la liste que vous nous avez montré tout à l'heure des pathologies couvertes dans la mention PCS. Oui. Ce sont toutes des pathologies qui théoriquement font l'objet d'une ALD, d'une affection longue durée. Est-ce qu'il y a des situations où les patients s'adressent à vous, mais ne sont pas encore déclarés ALD? Et si oui, comment ça se passe? Est-ce que la prise en charge financière de leurs soins est assurée de façon optimale? Alors oui, 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 hein. Alors comme je vous disais dans la mention, il ne faut pas l'oublier, c'est important. C'est, pathologie courante, en soins primaires et polypathologie, et donc du coup, il y a des patients qui viennent, pour, une rhinite allergique, pour, voilà, ils viennent, au cabinet. Alors moi, pour ma part, je fais que de la cancéro, mais pour ceux qui font, cette mention-là, ils vont pouvoir recevoir des patients qui ne sont actuellement pas en ALD et donc il va y avoir, comme, du coup, il y a une convention, on a des codages NGAP qui sont pris en charge, par la sécurité sociale. 100% par la sécurité sociale ou... Oui, 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 tout à fait, Ouais, ok. tout à fait et après s'il y a des dépassements d'honoraires, alors ce n'est pas connu à ce jour, je ne pense pas qu'il y ait d'IPA qui prennent le dépassement, mais c'est quelque chose qui pourrait peut-être être envisagé, ça, voilà, c'est encore autre chose. Ok. Mais notre objectif, c'est vraiment de voilà, de pouvoir en prendre en charge, tout patient et en plus, je pense que c'est des choses qui avaient été réfléchies en amont parce que même dans le cadre de notre, codage, auprès de la sécurité sociale, ça le syndicat l'avait réfléchi avec, la CNAM, c'était que, on puisse dans notre, aussi facturation prendre en charge des patients. Donc on a dans notre codage, on a un bilan qui est fait auprès du patient et qui permet de recevoir le patient et du coup, dans le cadre d'un exercice coordonné en accès direct, voilà. Et de faire un bilan médico-psychosocial du patient et voir un petit peu ses besoins, autres que le patient qui vient pour un problème à un instant T. Ok. Et c'est quoi les principales difficultés que vous rencontrez dans la mise en place de votre activité, dans son développement, parce qu'on entend que le développement de... Alors, moi, je suis pas un bon exemple parce que je fais partie des des pionnières, on va dire, du début et donc au début, ça a été compliqué. Compliqué, alors moi, j'ai eu cette chance que les médecins avec lesquels je travaillais, je les connaissais et donc ils soutenaient la pratique avancée, donc j'ai pas eu de problème avec les médecins avec lesquels je travaille, mais dans l'implantation, il y a des gens qui sont forcément, réticents par méconnaissance, comme on disait tout à l'heure. Il va y avoir aussi quand on prescrit. Moi, j'ai eu des patients auxquels j'avais fait une ordonnance et le patient est allé à la pharmacie, on lui a dit bah, l'infirmier ne peut pas prescrire. Mais c'était les débuts. Aujourd'hui, je pense que c'est moins le cas, mais il y avait aussi une méconnaissance de la part des pharmaciens. Donc, nous, on a dû faire passer un communiqué auprès des URPS de pharmacie pour communiquer sur ce nouveau métier. Même les infirmières libérales qui recevaient du coup des ordonnances d'infirmiers. Tout ça, c'était nouveau. Hein. Donc aujourd'hui, un peu moins maintenant, ça commence à être connu. Mais pareil, hein, moi, j'avais fait
mes premières facturations et tout m'avaient été refusées parce qu'en fait, j'étais référencée en tant qu'infirmière libérale et pas infirmière en pratique avancée libérale. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de freins au début, je pense, de l'installation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que je conseille quand je reçois des étudiants en stage, c'est d'anticiper cette installation et communiquer. Communiquer sur le territoire. Communiquer auprès de la caisse, communiquer auprès de l'ordre, communiquer auprès des pharmacies, des médecins généralistes. Moi, on avait envoyé à tous les médecins généralistes un document pour expliquer le rôle que j'allais avoir auprès des patients. Je pense que c'est important parce que, comme on disait, hein, quand on ne connaît pas, ça fait peur. Et donc, du coup, moi, j'avais fait une soirée d'information auprès des infirmières libérales et ça m'avait beaucoup aidé parce qu'en fait, il y en avait beaucoup qui pensaient que j'allais prendre leur place, les soins qu'ils avaient, alors qu'en fait, pas du tout, hein. On est complémentaires et on a tous notre place dans le parcours de soins pour améliorer la qualité et la sécurité. Oui, c'est un peu la thématique qu'évoquait Madame Rist tout à l'heure, où en fait, on a dans nos formations initiales et dans nos formations continues, on continue un petit peu à fonctionner en silo et on a Mmh. peu de séminaires communs interprofessionnels pour apprendre à se connaître les uns les autres, connaître les compétences, les capacités et les limites des professions qu'on côtoie dans notre carrière au quotidien. Et c'est Ça. vrai que c'est Bah, moi, quelque chose à je développer. vous donne l'exemple, après nous on se bat, hein, sur le terrain, mais moi je vous donne l'exemple, du congrès que je fais chaque année, du congrès de l'AFU, c'est l'Association française d'urologie. Et j'aime bien donner cet exemple parce que c'est intéressant. Vous avez la partie pour les médecins, la partie pour les infirmiers. Mais moi, ce que je suis en train de me battre, c'est pour présenter en tant qu'infirmière en pratique avancée, qu'est-ce que ce nouveau métier, pas auprès des infirmières, parce que les infirmières, maintenant, elles commencent à connaître, mais auprès des urologues. Parce que nous, Mmh. on est contactés, du coup, vu qu'on est pionniers, on est contactés vu que moi, ça fait 2 ans que j'exerce, j'ai été contactée par des urologues qui souhaitent travailler avec des IPA, mais qui ne savent pas forcément comment. Et donc, du coup, on aide aussi autant dans nos missions, autant les infirmiers qui veulent se former que aussi les médecins qui veulent travailler en collaboration parce que vu que c'est nouveau, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et à l'époque, ce protocole d'organisation, c'était aussi des fois un frein puisque en fait, on ne savait pas par où commencer et qu'est-ce qu'on devait noter dans ce protocole. Ouais, c'est un frein au concept vers lequel nous, on a envie d'arriver, c'est l'équipe traitante. Si on veut Mmh, mettre en place ces équipes traitantes, l'équipe, en fait, a parmi ses membres des gens avec des compétences variées. C'est comme une équipe de mmh, sportifs et voilà, il y a un gardien de mmh. but, il y a un avant-centre, il y a des défenseurs. Je ne suis pas expert en foot, mais grosso Et modo, c'est ça, c'est arriver à mettre dans la même entité des gens qui puissent répondre à des besoins en fonction des moments et des situations. Et puis même, en fait, on se rendait compte avec, alors avant la loi, que, en fait, le patient, il pouvait pas choisir son IPA. Au final, il devait passer par son médecin pour aller voir l'IPA, et du coup, même d'un point de vue, on va dire déontologique, le patient ne pouvait pas choisir. Et donc, si par exemple le médecin, je ne sais pas, changeait de vie et partait, l'IPA perdait toute sa patientèle. Mmh. Et Donc, il y ça, avait aussi ça- des biais. Et donc là, même, ça rassure les IPA dans leur activité en se disant, voilà, si moi, demain, le médecin, je ne sais pas, il décède ou j'en sais rien, hein, voilà, demain, j'ai quand même encore une activité. ouais, ouais. Oui, puis ça respecte également le droit du patient de son libre C'est choix ça, de, de de- choisir, tout à fait. Mmh. Ok, merci Clara. Je vais, je vais laisser la parole à Monsieur Victor Terraza, notre Ça marche, vice-président et kiné de son État. ça marche. Victor, toi, je crois que l'accès direct, c'est un sujet qui t'occupe ces derniers mois, qui Ouais, t'intéresse beaucoup, sur lequel tu travailles beaucoup. Donc, je sais pas si je travaille beaucoup, mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on a eue avec l'équipe. Donc, je vais peut-être vous partager moi, le PowerPoint que j'ai fait sur ce sujet-là. J'en profite pour dire que tu as partagé un sondage pour qu'on essaie de connaître un peu plus l'audience. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des résultats, mais si vous n'avez pas encore eu l'occasion de participer, je serais curieux de savoir si vous êtes professionnel de santé. Et si oui, si vous exercez votre activité en ESP ou en MSP. Hop. Allez, je vais partager l'écran si j'y arrive. Accès direct, ça doit être ça.
Je bascule toutes les fenêtres. Est-ce que vous voyez la fenêtre de sondage ou pas? Non, attendez, je vais fermer. Voilà. OK, donc je vais vous faire en fait plus un mode retour d'expérience en fait de ce qu'on a mis en place ou ce qu'on imagine mettre en place au sein de ma maison de santé, donc qui est à Créon. Et puis, attendez, ouais. Ça se veut être très, très, très pragmatique. Hein. L'idée, c'est que c'est pas, on ne va pas s'appuyer sur les textes de loi, même si évidemment c'est un support indispensable. Ce que je dois par là, c'est on a une réflexion collective. Comment en fait on soulève le capot de la bagnole et qu'est-ce qu'on fait, comment on rentre vraiment, comment on met les mains dans le cambouis. Donc, pour vous présenter un petit peu la maison de santé telle qu'elle est sur le volet professionnel de santé, à Créon, donc on est une équipe pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, constituée de 4 médecins généralistes et 6 kinés. Donc, c'est les professionnels de santé principaux là, qui ont eu une réflexion pour l'instant sur l'accès direct. Alors évidemment, en fait, on est entouré de plein d'autres professionnels de santé. Donc, il y a 3 infirmières, une podologue, une orthophoniste. Dans le cas présent, là, vous comprenez qu'ils seront aussi concernés potentiellement par l'accès direct. Une psychologue et une psychomotricienne. Donc là, bien sûr, c'est que les professionnels de santé, puisqu'après, il y a d'autres professionnels qui exercent dans la maison de santé, à savoir les secrétaires qu'on partage entre les médecins et les kinés, la coordinatrice aussi, qui exerce un métier indispensable et qui le fait avec grande qualité. Et puis, bon, je passe les personnels de ménage, etc. Tout ça, on le fait au bénéfice, évidemment, des usagers de la MSP. Donc, où est-ce qu'on est situé? On est situé donc à Créon, comme je le disais. Et donc, je vois Mme Risky qui se penche sur la carte. Donc, Créon, en fait, c'est à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Donc, on n'est pas dans la première ceinture, dans la métropole bordelaise, mais on est un petit peu éloigné, donc plutôt sur la deuxième ceinture, on va dire. Et déjà, on s'aperçoit qu'on est déjà en zone dite ZAC, donc légèrement déficitaire sur le plan des médecins généralistes, même si au final, quand on discute avec les médecins de la structure, il n'y a pas ce ressenti. Mais peut-être que je vais vous expliquer pourquoi. Côté kiné, donc on est toujours au même endroit, hein, sans surprise, on est toujours à Créon, et on est sur un zonage dit intermédiaire, non, ni blanc ni noir. Sachant que évidemment en fait à Bordeaux c'est extrêmement dense. Quand on se dirige vers la côte, c'est quand même malgré tout un peu dense. Mais dès qu'on s'éloigne un tout petit peu, vous voyez même à une dizaine de kilomètres de Bordeaux, on est déjà sur de l'intermédiaire. Donc je disais que ce n'est pas une problématique pour les médecins généralistes d'être en ZAC, ou en tout cas ils ne le ressentent pas comme tel. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà une réflexion marquée depuis quelques temps, depuis la genèse même de la maison de santé sur l'accès aux soins. À savoir que leur mode de fonctionnement il est plutôt optimum, puisqu'ils ont du planning ouvert. Alors, du planning ouvert à la demi-journée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les médecins démarrent le matin avec des créneaux dédiés à la demi-journée. Donc, en fait, les secrétaires peuvent donner un rendez-vous dans la demi-journée. Et l'après-midi, même chose, en fait. Les secrétaires et les médecins démarrent avec des plannings disponibles pour l'après-midi. Alors, évidemment, ça, c'est pour les cas ponctuels, pour les demandes en one-shot, mais il y a aussi de la gestion de patients chroniques. Et pour ça, en fait, ils ont la capacité de donner des rendez-vous à date pertinente pour les patients. Et donc, finalement, cette organisation-là, elle est plutôt assez adaptée aux besoins de prise en charge des patients. Alors, concernant les kinés, en fait, tout allait bien, jusqu'à un petit truc qui s'appelait le Covid. Donc, quand on a repris à bosser en fait en post-Covid, finalement, là où on arrivait à répondre à la demande assez facilement, tout d'un coup, ça a été très, très compliqué. Alors, les patients avaient des problématiques plus complexes, alors parfois des problématiques psychosociales, psycho-émotionnelles assez fortes, des problématiques familiales, etc. Donc, ce qui fait que le nombre de séances qu'on devait consacrer aux gens et les prises en charge au global étaient beaucoup plus compliquées, ce qui fait qu'on s'est retrouvé face à une demande supérieure à ce qu'on pouvait fournir. Donc, on a commencé par mettre en place une liste d'attente. Et puis, finalement, on a quand même essayé de se dire, ce n'est pas satisfaisant comme situation. Comment est-ce qu'on peut déjà en fait, répondre un peu plus correctement aux patients? C'est déjà en leur donnant un rendez-vous. Et finalement, on a donné des rendez-vous. Et puis, ça s'est étalé en fait, sur les plannings. Au début, on était à 4 semaines, puis 5 semaines, puis 6 semaines, etc. Donc, on sent bien que notre réflexion n'était pas adaptée. Et il y avait une réponse qui était non adaptée aux besoins des patients. Alors, compte tenu de ce contexte, du fait que les médecins sont en capacité de répondre à la demande et que les kinés le sont un peu moins, on s'est dit, mais pourquoi aller vers l'accès direct? Alors, pourquoi? C'est vrai qu'initialement, en fait, une des réflexions qui vient souvent, c'est on veut faire gagner du temps médical. Bon, chez nous, clairement, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment en fait, la bonne option. Mais toujours est-il que,
c'est communément admis que c'est un point important pour faire gagner le temps médical. Il y avait le volet médico-économique, parce que tous les rapports, toutes les données que j'ai pu compiler, qu'on a pu compiler collectivement, montraient qu'il y avait une plus-value sur le plan médico-économique à aller vers l'accès direct. Alors, c'est peut-être pas le premier moteur pour l'équipe, hein, soyons transparents. Toujours est-il que on est quand même tous attachés à notre système de santé solidaire et que le fait que ça ait un impact positif sur le plan médico-économique, c'était quand même quelque chose d'important. Un truc qui revenait beaucoup, puisqu'on a fait en fait un focus group entre les médecins, les kinés, les secrétaires, la coordinatrice, pour essayer de déterminer en fait quels étaient les éléments pour lesquels il fallait aller vers l'accès direct. Et un des trucs qui est ressorti, surtout dans la bouche des kinés, c'était que si on ne répondait pas à une demande de façon rapide et adaptée, finalement, les gens se détournaient du système traditionnel et allaient plus volontiers vers les thérapies alternatives et qui, disons-le non pudiquement, n'ont pas toujours des réponses qui sont conformes aux données de la science. Voilà. Donc, de ce fait-là, on se dit, il faut y aller, il faut quand même aider ces gens-là. Et puis, comme on le disait, comme tu le disais, Étienne, finalement, on est une équipe. Et c'est vrai qu'avec Santé, on porte un truc important qui est l'équipe traitante. Et on se dit, c'est chouette. L'accès direct, c'est peut-être une nouvelle porte d'entrée vers l'équipe, une porte complémentaire à la porte initiale. Bon, une fois qu'on a dit oui, pourquoi il fallait y aller, on s'est posé la question de pourquoi il ne fallait pas y aller. Bon, je l'ai déjà dit, finalement, le gain de temps médical, il n'existait pas, ou très peu. Un truc qui est ressorti, bien que je sois le plus vieux, hein, vous voyez, j'ai quelques poils blancs à la barbe, mais donc mon équipe, elle est relativement jeune, puisqu'on est 6 kinés, comme je l'ai dit, et donc les plus jeunes ont à peine plus de 20 ans. Hein, et ils sont sur le nouveau format de la réingénierie du diplôme, et ils ont déjà en fait dans leur bagage, dans leur cursus, la compétence d'accès direct, mais pour autant, il y avait un souci en fait d'harmonisation des pratiques, de formation. Et donc, peut-être que le fait de faire une formation complémentaire collectivement en équipe, ça serait quand même un truc intéressant qui permettrait de lever ce problème-là. Alors, j'ai mis un truc, mais sauf que j'ai les écrans. Voilà. Il y avait une crainte qui était que le fait qu'on aille vers l'accès direct, ça fasse une espèce d'appel d'air et que la demande des patients ne soit pas forcément conforme à leurs besoins. Et finalement, on a des gens qui viennent consulter les kinés en direct, alors qu'au final, ce n'était pas forcément pertinent pour eux. Donc, c'était une crainte. Je ne dis pas qu'elle est légitime, mais c'était une crainte. Le gros point noir, c'était l'aspect du remboursement, parce que on est très attaché, comme je le disais, à notre système de santé et au côté solidaire du système de santé. Et le fait que pour l'instant, en fait, il n'y ait pas de modalité de remboursement prévue, c'était quand même quelque chose qui ressortait comme étant un gros point noir. Sachant que j'ai vu un truc hier comme quoi en fait, il y avait des discussions qui étaient amorcées entre les syndicats et l'assurance maladie sur ces sujets-là. L'autre truc, c'est qu'ils étaient tous favorables à y aller, à condition évidemment que ça ne diminue pas leur qualité de vie au travail. Et ça, la qualité de vie au travail, c'est un élément hyper essentiel pour l'équipe. Donc, on comprend que la balance entre le oui et le non, finalement, en ce moment, pour l'instant, elle était plutôt en faveur du non. Alors, une fois qu'on a posé ça, la question qui suit, c'est comment on peut inverser cette balance et sur quel levier on peut agir pour modifier ça. Et donc, les deux leviers qu'on a identifiés avec l'équipe, c'est l'accès aux soins, donc la porte d'entrée, on va dire, et l'organisation de soins. Une fois qu'on a pénétré le bâtiment, comment on se débrouille pour que les gens, en fait, ça marche mieux. Bon, comme je disais, en fait, l'huile dans le rouage, c'est la qualité de vie au travail, parce que si ça se transforme en pierre ou en grain de sable, ça peut coincer tout ça. Donc, pour le côté accès aux soins, on s'est appuyé sur la triade offre, besoin et demande. Et je vais basculer ça parce que ça me gêne. On a la chance, comme je vous disais, d'avoir des secrétaires de choc. Et donc, en fait, elles répondent au téléphone. Et c'est elles qui, finalement, prennent en compte les demandes. On a fait le choix de ne pas avoir en fait, un système de prise de rendez-vous en ligne pour éviter le côté rupture de l'outil numérique. Et donc, ça nous permet aussi en fait, de faire des questionnaires. Et donc, elles ont utilisé ces moments-là pour faire un tableau de reporting pour essayer de déterminer quelle était la demande, quels étaient les besoins des patients. Alors, côté offre, on a un peu modifié. On a réfléchi et on s'est dit qu'on était en capacité collectivement de donner 2 rendez-vous par semaine chacun, sachant qu'on est 6, donc ça fait 12 rendez-vous. Et on a créé un truc, bon après, en vrai, il était déjà existant, mais on l'utilisait peu, qui étaient des créneaux d'urgence. Alors après, ça amène d'autres problématiques, essayer de déterminer ce que c'est qu'une urgence en kiné, mais peu importe, on a créé des créneaux dédiés, un par jour, enfin un par semaine par kiné, donc 6 rendez-vous par semaine d'urgence.
La demande, donc sur le volet quantitatif, on l'a analysé, donc, comme je disais, à travers le questionnaire, et on s'est aperçu que de base, elle était supérieure à l'offre. Donc, un problème, puisque finalement, si on reste comme ça, malheureusement, en fait, les délais de prise en charge vont être allongés. Bon, il se trouve que c'est plus ou moins vrai parce que, comme vous l'avez compris, avec les créneaux d'urgence, ça en rajoute 6 de plus. Donc, en vrai, ça tombe à l'équilibre. Sur le plan qualitatif, on a analysé les besoins et globalement, en fait, il n'y avait pas de problématique qui ressortait de ça. Il y avait quelques traitements en fait, un peu spécifiques pour des pathologies très particulières qui n'étaient pas forcément proposées au sein de la maison de santé. Mais on avait une chance, c'est qu'on était en capacité de réorienter facilement ces patients vers des gens qui faisaient ce type de prise en charge. Donc, ce n'était pas vraiment un problème. Donc, on arrive à l'équilibre avec l'entrée dans le système. Maintenant, est-ce qu'on peut améliorer les choses à travers l'organisation de soins? Alors, un des leviers potentiels, c'est jouer sur la fréquence de soins. Parce que, comme vous le savez, en fait, on est dans des métiers de rééducation. Et métiers de rééducation, ça veut dire qu'on voit les gens et on les revoit. Mais on les revoit combien de fois dans la semaine? C'est peut-être une réflexion à avoir. Donc, finalement, au lieu de les voir 3 fois dans la semaine, si on les voit que 2 ou si on les voit qu'une fois, mécaniquement, ça libère des places. Donc, est-ce que c'est une bonne réflexion à avoir? Il semblerait que oui. Il semblerait que oui, dans la mesure en fait, où on est formé à ça et qu'on est en capacité d'identifier quels sont les patients pour lesquels ça peut être applicable, pertinent, et les patients pour lesquels on est capable de les autonomiser et de leur donner des exercices concrètement à faire à la maison. Alors, l'écueil de ça, c'est que évidemment, ça ne doit pas créer en fait un déficit de chance, mais au contraire, en fait, les favoriser, les inciter à aller mieux et les amener à aller mieux plus rapidement. Et il se trouve que si on le fait intelligemment, c'est le cas. On peut jouer aussi sur la quantité. Parce que, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais maintenant, les médecins généralistes, quand ils faisaient une prescription, ils avaient tendance à faire des prescriptions dites qualitatives, c'est-à-dire en fait sans nombre de séances prédéfinies. Et il se trouve que, là, pour le coup, la loi RIST réintroduit cette notion en fait, quantitative à travers en fait, une prescription de 8 séances. Pas une prescription, mais en tout cas, la réalisation de 8 séances avant un réadressage au médecin généraliste. Donc, finalement, limiter la quantité de séances, ça peut être aussi pertinent pour offrir des plages supplémentaires de soins. Donc, plus de disponibilité. Un autre point, c'est sur l'organisation de soins, c'est aussi identifier, pardon, c'était un peu malicieux de ma part, mais c'est les patients dits zombies. C'est moi qui les qualifie comme ça. J'espère qu'il n'y a pas de Français sur santé dans l'audience et qu'ils ne me taperont pas sur les doigts. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines fois des patients qui sont là parce qu'ils sont là. Alors, je ne parle pas des gens qui ont des pathologies dégénératives, hein, évidemment. Je parle plutôt en fait, des gens qui ont des problématiques musculo-squelettiques, qui sont arrivés en bout de parcours. Mais faute d'avoir identifié le fait qu'ils sont arrivés en bout de parcours, on ne leur dit pas au revoir. Donc, peut-être que là, il faut prendre le temps de faire les choses de façon consciencieuse, refaire un bilan, plus qu'un point d'étape, un bilan final, et puis vérifier qu'on a bien répondu aux attentes de ces patients-là. Et si c'est le cas, tranquillement, on peut leur dire au revoir. Donc, on verra ce que ça a donné comme effet ça. Une autre problématique qu'on a identifiée, c'est que parfois, on conserve les patients parce qu'on n'a pas de solution alternative à leur proposer. On ne sait pas vers quoi les orienter. Et puis, on sent bien en fait qu'ils n'ont plus vraiment besoin de kiné, mais si on les lâche dans la nature, on a peur que sur le plan physique, ils redéclinent. Et ce qu'on veut, c'est que ces patients-là partent de cette notion de patient zombie et qu'ils redeviennent des usagers classiques. Alors, comment on peut faire? Déjà, on peut lister en fait, les associations. Je pense notamment aux associations sportives dans le secteur pour pouvoir en fait, leur proposer des solutions alternatives et peut-être aussi développer des offres complémentaires à ce qu'on fait déjà dans la MSP, à savoir qu'à l'heure actuelle, comme vous l'aurez noté, en fait, si vous repensez à l'organigramme, on n'a pas d'APA. Peut-être que ça peut être une solution alternative à développer, donc une offre de soins complémentaires qui permettrait d'écrémer un peu l'ensemble de ces patients qui n'ont pas vraiment vocation à rester en kiné. Bon, là, ça fait quelques semaines qu'on a mis ça en place. Et qu'est-ce que ça donne? Un truc assez magique. Alors, peut-être que c'est un peu biaisé parce que, soyons francs, on est le 6 juillet. Et donc, le 6 juillet, forcément, il y a peut-être un peu moins de demandes. Mais on est passé de 4-5 semaines de prise de rendez-vous, de délai de rendez-vous, pardon, à 3 semaines, puis à 2 semaines. Et puis, le fait qu'on ait écrémé un peu dans les patients zombies, finalement, chacun, collectivement, au lieu de 2 rendez-vous par semaine,
on a pu en donner un peu plus, 4. Et même Pauline, ma collègue, a réussi à en donner 7 dans une semaine. Donc, ça amène un gros changement. Alors, évidemment, en fait, tout n'est pas rose, hein, on est d'accord. On commence à répondre à cette problématique d'accès aux soins qui devrait nous permettre demain, en fait, de mettre en place l'accès direct. Mais il ne faut pas oublier les autres freins. Donc, le frein de formation. Un truc qu'on n'a pas encore identifié, c'est est-ce que vraiment on répond à un besoin des patients? Donc là, l'étape d'après, ça va être, j'ai une étudiante qui arrive la semaine prochaine et on va aller faire des questionnaires en fait, dans la salle d'attente, interroger les patients pour voir en fait quel est leur ressenti, quel est leur point de vue sur l'accès direct. Il faut quand même qu'on lève le frein, l'idée là que potentiellement il peut y avoir des demandes inadaptées, comme je le disais. Et il faut que le remboursement il arrive. Ça, c'est un truc clair. Donc, pour conclure, je dirais que c'est tout à fait possible, même dans une équipe avec notre particularité qui est que les médecins prennent les gens en charge plus vite que les kinés, de réfléchir à l'accès direct ou pourquoi pas le mettre en place. Mais il faut que ça parte de l'équipe. Il faut qu'il y ait une envie d'équipe, une envie collective. Il faut que ce soit une réflexion vraiment construite sur pourquoi on veut le faire, comment on met ça en place, qu'est-ce qu'on met comme action concrète. Et bon, comme je l'ai dit, il faut quand même qu'on recense, savoir si ça correspond aux besoins de la population. Et il ne faut pas s'interdire d'évaluer le dispositif régulièrement et de le réévaluer. Parce que si on ne le fait pas, c'est un truc en fait qui va mourir. Donc, il faut vraiment que ça ne soit pas un truc gravé dans le marbre. Il faut que ça soit agile comme dispositif. Voilà. Merci Victor. On a pas mal de questions sur l'aspect pratique à te poser, notamment d'un certain Hugo Tifou, qu'on connaît, et qui nous dit que, Victor, tu insistes sur les bénéfices de l'accès direct qui sont autres que celui de libérer du temps médical. Et apparemment, tu as convaincu Hugo. Est-ce que ça signifie que l'accès direct n'est pas une solution de court terme, mais c'est une première pierre pour faire évoluer l'accès aux soins sur les 10 prochaines années dont on sait que la démographie médicale ne sera favorable pour personne et que du coup, plutôt que de se projeter sur ce qu'on peut faire aujourd'hui, même si c'est frustrant de ne pas pouvoir aller vite et fort, Ouais. est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on va construire cette amélioration de l'accès aux soins sur les prochaines années? Bon. On voit bien quand même qu'il y a des réticences en fait, hein, qui arrivent dès lors qu'on met en place des choses un peu innovantes, qui sortent un peu des sentiers battus. Donc, renverser la table, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, à mon avis, une politique des petits pas stratégiques et faire des preuves de concept qui marchent, c'est une manière en fait de faire évoluer les mentalités. Et quelque part, je trouve que c'est un jalon très intéressant en fait de mettre en place l'accès direct. Même dans une structure comme la nôtre, qui finalement, en fait, comme je l'ai dit, est peut-être pas la plus pertinente pour le faire. Mais pourquoi? Parce qu'il faut qu'on montre que ça marche. Je ne vois pas pourquoi la France serait différente des autres pays de ce point de vue-là. Et il faut tous collectivement qu'on œuvre au mieux pour sauver le système de santé, l'améliorer et faire en sorte de répondre aux besoins de la population. Et je pense que ça, c'est vraiment un des jalons intéressants pour y arriver. Donc, peut-être que c'est une première pierre, tu as raison, un premier pas, mais qui est déjà un beau pas. Et peut-être que demain, on ira encore un peu plus loin, mais il faut montrer que ça marche. Et est-ce que l'un des freins pour améliorer cet accès direct et pour permettre qu'il soit pérenne et viable, notamment pour les professionnels de santé, c'est pas de se concentrer aussi sur, c'est une des questions qu'on a eues, sur la valorisation financière de cet accès direct, dans le sens où on sait qu'aujourd'hui, pour les kinés, il y a une certaine tension sur la valeur de l'acte. Est-ce que le fait de s'inscrire dans l'accès direct et du coup dans les soins non programmés ne nécessiterait pas, de façon à ce qu'ils prennent son envol, une valeur de l'acte un petit peu plus importante ou en tout cas une forfaitisation, enfin voilà, quelque chose d'un peu plus attractif? Alors, moi, je suis pas syndiqué, enfin, je suis syndiqué, mais je ne suis pas un représentant syndical et je ne discute pas avec l'assurance maladie de ces points de vue-là. Ceci étant, ce que je peux te dire, c'est que la participation à la prise en compte des soins non programmés, ça peut être valorisé au sein d'une CISA. On touche chaque année en fait quand même une enveloppe conséquente, qui a d'ailleurs été nettement augmentée cette année. Et je pense que c'est un enjeu majeur, les soins non programmés, et l'accès direct aussi. Et on pourrait très bien imaginer d'allouer en fait une partie de l'enveloppe ACI
à ces questions-là. Et finalement, permettre en fait aux professionnels qui s'impliquent dans le dispositif d'être défrayés. Parce qu'il y a un frein que je n'ai pas évoqué, mais ce qui faisait un peu peur à certains de mes collaborateurs, c'est de libérer des créneaux d'urgence et qu'ils ne soient pas pourvus. Et finalement, en fait, tu dégages du temps. Et puis, alors nous, un créneau c'est minimum 40 minutes. Hein. Et finalement, tu en mets 3 dans la journée, ils ne sont pas pourvus, tu n'as pas gagné ta croûte. Hein. Donc, une manière en fait de lever un peu ces freins, ces craintes-là, c'est peut-être aussi de dire l'enveloppe ACI, l'enveloppe collective, intelligemment en équipe, à quoi on peut l'affecter. Et peut-être que la participation au lancement programmé, ça peut être une des manières de lever en fait ce frein-là. Ok, merci Victor. On est à quelques minutes du terme, le temps passe super vite. On va arriver dans quelques minutes au bout de notre rendez-vous. Ce que je vous propose, Madame Rist, Clara Bouteleux et Victor, si vous le souhaitez, c'est de prendre une dernière fois la parole pour passer un message qui vous tient éventuellement à cœur avant qu'on se dise au revoir. Je commence. Merci, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Dès qu'on se pose la question de l'évolution de nos organisations ou des métiers, de toute façon, c'est intéressant parce que chaque professionnel de santé veut améliorer la santé de ses patients, en fait. Ça rentre en jeu dans la qualité de vie au travail, évidemment. Donc, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Sur le délai d'attente des kinés, c'est un débat qu'on a eu beaucoup, et notamment avec les orthophonistes qui nous avaient expliqué dès le début que ça allait fluidifier et diminuer le temps d'attente. Vous le mettez en évidence. Je ne suis pas sûre que ce soit que par rapport au mois de juillet. Donc, merci de cet exemple très concret, à votre disposition pour poursuivre les échanges si vous avez besoin, et surtout si au sujet des décrets, voilà, n'hésitez pas. Oui. En quelques mots, le métier d'infirmier en pratique avancée, il a été créé en 2018. Je pense qu'on est qu'au tout début de son évolution. Et donc, voilà, pour nous, la loi RIST nous permet déjà de faire beaucoup plus de choses, d'améliorer le parcours des patients qu'on peut déjà accompagner à ce jour. Et voilà, je pense que on est vraiment qu'au début et voilà, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. J'ai 2 messages à faire passer si tu m'autorises. Trop long, Victor. Ok. Le premier message, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'en fait, ils se disent qu'ils ne peuvent pas, en tout cas dans ma corporation, ils ne peuvent pas mettre en place l'accès direct parce qu'il n'y a que 5% des gens qui sont MSP veulent. Donc je fais notre publicité pour Avec Santé. Juste, on accompagne les porteurs de projets qui souhaitent se constituer en ESP ou en MSP pour aller donc, vers la MSP et l'ESP. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ça, c'est le premier message publicitaire. Et j'ai un deuxième message publicitaire qui est très personnel. On a une collaboratrice qui part au mois de septembre. Donc, si vous voulez bosser en kiné à Créon et si vous êtes chaud pour mettre en place l'accès direct avec nous, venez. Merci pour les petits messages personnels. Et le prochain combat, d'intégrer les CPTS en exercice coordonné. C'est en expérimentation sur plusieurs départements. Peut-être dans le Loiret. Voilà, ça demande à être mesuré, à être évalué. Bien sûr. Et puis, c'est ce que nous réserve l'avenir. Donc, merci à tous les trois particulièrement. Et puis, merci on était 170 personnes connectées. Donc, merci à toutes et tous de votre présence qui appelle des réflexions dans le futur. Alors, pas forcément sous la forme de webinaire, mais n'hésitez pas à nous solliciter par mail, par téléphone pour échanger parce que voilà, on s'enrichit les uns les autres. Nous, on a des réponses, mais on a aussi des questions et on peut s'apporter mutuellement les unes et les autres. Donc, n'hésitez pas à nous contacter de la façon qui vous conviendra le mieux. Et puis, deuxième point, on organise régulièrement des webinaires sur des sujets pratico-pratiques,
mais divers et variés. Aujourd'hui, c'était sur la législation qui évolue. Demain, ça sera sur l'aspect cybersécurité, DMSP, sur l'aspect écologique, sur l'éco-responsabilité. Enfin, voilà, c'est vraiment, on a des sujets de préoccupation communs qui sont extrêmement variés et pour autant extrêmement importants. Donc là, c'est pareil, si vous avez des propositions, des souhaits de sujets à traiter en webinaire, il faut vraiment pas hésiter à nous écrire. Ça sera avec plaisir qu'on essaiera de les planifier. Donc, je vous dis merci encore une fois à toutes Merci, et à Thierry. tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.